Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Un vaste réseau d'Ivoiriens impliqués dans une extorsion de 1,2 milliard de francs CFA démantelés aux États-Unis. Les détails dans cette émission. Et ensuite, nous parlerons des journées carrières du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Faut-il choisir sa filière en fonction de ses résultats scolaires, de ses aspirations ou du choix simplement de ses parents? Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. C'est vendredi aujourd'hui, le week-end est à la porte. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité à ce programme. Ce soir encore, nos chroniqueurs sont là pour apprécier, commenter l'actualité nationale et internationale. Nous allons donc parler de ce que je viens de dire et en seconde partie, nous parlerons du M23 qui a encore pris une ville malgré le cessez-le-feu et nous recevrons M. Lassina Keïta, commissaire général du Festival international de poésie d'Abidjan. Restez en notre compagnie. Pascal, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Pascal Soukier nous accompagne encore ce soir avec ses merveilleuses analyses. Merci Pascal d'être là. Marius Komoé, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et à toutes. Élisée Boloube ne manque pas l'appel ce soir. Élisée, bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Herman Aboua. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis chez vous. Merci d'être là. Messieurs, le vaste réseau d'Ivoiriens impliqués dans une extorsion de 1,2 milliard de francs CFA démantelé aux États-Unis. Le réseau fonctionnait en plusieurs étapes. Les membres se faisaient passer pour des jeunes femmes. Bref, cela pourrait s'apparenter au broutage. Des détails avec nos amis. Pascal, commentaire et analyse. Je vous remercie. Alors, la première chose que j'aimerais dire ici concernant cette affaire, surtout aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, parce que toutes les classes sociales sont touchées, c'est que de Katmandou à Tombouctou, n'envoyez aucune vidéo, ne faites rien d'intime avec qui que ce soit que vous n'avez pas rencontré. Et encore, quand vous rencontrez quelqu'un, ça peut être encore discutable, mais alors si vous ne l'avez jamais rencontré, on a regardé des reportages. Ça part de là, selon vous? Mais bien sûr, les gens sont très ingénieux. C'est de la sextortion, c'est le nouveau terme qui est employé pour ce type d'arnaque, pour ce type de criminalité, parce que c'est criminel. Ce sont des crimes économiques, mais pas que. Ce sont des attentats à la pudeur, ce sont du détournement d'argent, c'est du blanchiment d'argent pour beaucoup. Vous avez vu, si on peut poser le cas, eh bien, c'est un groupe de jeunes âgés entre 22 et 31 ans qui ont mis en place un système bien rodé. Il s'agit d'utiliser des photos de jeunes femmes sur Internet et puis de rentrer en contact avec les uns et les autres, ceux qui se laissent appâter, et de construire une relation virtuelle. Sauf qu'à un moment donné de cette relation virtuelle, la deuxième étape constitue, après avoir instauré la confiance, à échanger des photos. Parce que tout part de là, les photos et les vidéos. Et parfois, à l'insu des personnes qui sont contactées. Parce que vous savez, en ouvrant un mail ou un logiciel, vous pouvez permettre à quelqu'un à qui vous avez déjà donné votre numéro de téléphone, où il y a la confiance qui est établie, de rentrer dans votre téléphone. Si vous ne bloquez pas les autorisations, la personne peut accéder à un certain nombre de données. Et donc ces personnes-là, à ce stade de la relation, faisaient maintenant du chantage. Donc on en arrive à l'extorsion de fonds. Et le chantage, c'était des menaces de diffuser vidéos et photos à leurs proches. Il y avait des mineurs, il faut le noter, à leur employeur, à leur famille, à leur entourage, bref, partout. Et donc, on en arrive là, la seule solution qu'entrevoyaient certains, c'était bien sûr de céder au chantage et de payer. Et payer des sommes parfois faramineuses. Et ces sommes-là étaient acheminées dans un vaste réseau via des systèmes de paiement jusque en Afrique et un peu partout. Et donc, vous voyez que ce n'est pas une petite entreprise en passant, c'est un système, c'est bien rodé. Ça va compter dans la plaidoirie, parce que quand c'est aussi élaboré, eh bien, vous l'avez vu vous-même, les peines encourues sont lourdes. On parle de 20 ans d'emprisonnement. Par chef d'accusation. Par chef d'accusation. Et aux États-Unis, vous savez, ils sont très forts, ça dépend des États. Il faut les sommes. Vous pouvez avoir 150 ans de prison, ça leur va très bien et vous allez les faire. Donc j'en appelle ici à la vigilance de tous. Et je suis un peu déçue aussi que C'est vrai, on a un peu rendu trivial le phénomène du broutage. C'est comme si c'était une petite affaire nationale. Non,
il y a au niveau maintenant international, parce que c'était une coopération policière internationale, il y a des pays qui ne vont pas rigoler. L'arrivée de Trump va corser les choses à ce niveau-là. C'est clair. Marius Komowé, alors voilà, Pascal a posé le cadre. Hein. Ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont utilisé donc tous les mécanismes qu'elle a cités, qu'elle a énoncés pour pouvoir appâter leurs victimes. Alors, quelle analyse vous en faites? La Cour s'est freinée au gain facile en utilisant justement les réseaux sociaux pour extorquer des fonds à des individus, fut-il à des années-lumière. Et l'amour facile aussi, non? Pardon? L'amour facile aussi? Ah oui, mais bien sûr. En fait, des jeunes gens, ça peut être des hommes, et pour la plupart, c'est des garçons, c'est des jeunes gens, des mineurs pour certains, qui utilisent la voix féminine. Ils savent imiter la voix féminine et ils appâtent un certain nombre d'individus occidentaux, les occidentaux pour la plupart, les Américains, dans le secret espoir justement de gagner leur cœur. Et une fois les avoir rendus amoureux, voilà. Ben voilà, ils utilisent maintenant un certain nombre de procédés qui consistent naturellement à leur demander de leur faire venir un certain nombre de photos de leur nudité, parce qu'eux-mêmes sont les premiers à envoyer très souvent des photos de leur nudité à leurs interlocuteurs ou interlocutrices. Et comment procèdent-ils? Ils vont sur des sites pornographiques, ils prennent des photos de personnes qui sont pas eux-mêmes et ils envoient ça à ces derniers qui, très souvent rassurés, pensent qu'ils ont en face d'eux des personnes de bonne foi qui leur partagent leur nudité et se sentent eux aussi obligés de partager leur nudité. Une fois en possession d'images, de vidéos de leur nudité, eh bien, ils leur font maintenant un certain nombre de chantages en prétextant les publier sur les réseaux sociaux au cas où ces derniers ne leur enverraient pas par certains procédés, certaines applications de paiement en ligne, tel montant. Et donc, la coopération transnationale a permis naturellement de mettre la main sur ces individus. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans nos États. En Côte d'Ivoire, nous avons été ciblés comme l'un des plus grands réseaux de cybercriminalité et en créant donc la police de lutte contre la cybercriminalité qui est devenue aujourd'hui l'ANSI, dirigée par le colonel-major Ouattara Guelpetchen. Nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire essaie autant que faire se peut d'amenuiser la capacité de nuisance de certains de notre jeunesse qui s'adonnent donc à cette pratique qui devrait être naturellement reléguée au rang de suivant. Rappelez-vous, par le passé, sous le régime précédent, on parlait donc de dette coloniale qu'on faisait payer donc aux ressortissants, européens. Mais aujourd'hui, il faut quand même tendre à dire que cette façon de faire est totalement contraire à nos lois qui prévoient 20 ans d'emprisonnement au cas où vous êtes impéglé par la police de lutte contre la cybercriminalité. Herman, quand on finit de poser le plan comme Marius l'a fait, comme Pascal également l'avait fait précédemment, comment éviter justement de tomber dans ces pratiques-là, de se faire prendre au piège? Certaines personnes, diraient, sont sérieuses lorsqu'elles pensent avoir rencontré des personnes sur Internet, elles tombent amoureuses et puis patatras, on se rend compte qu'on se faisait berner. Ouais, ça déjà, Pascal l'a dit à l'entame de ses propos, il faut éviter d'envoyer des photos de sa nudité, des vidéos de sa nudité à quelqu'un, surtout qu'on n'a jamais vu de l'autre côté. Et ça, déjà, ne pas commencer une relation sentimentale en ligne sans chercher à voir la personne avant d'aller un peu plus loin. Mais moi, ce que je veux dire, l'Amérique, où elle a dit tout à l'heure, sextortion, l'Amérique découvre le boutage, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, avec ce qui s'est passé, c'était beaucoup les Européens qui étaient épinglés. Les Ivoiriens même sont cités par rapport à ce phénomène-là. Le même phénomène qui est décrit par la sextortion, c'est ce qu'on appelle le boutage en Europe. Sauf que la coopération, puisque l'Europe faisait face à cela, et beaucoup d'Européens étant victimes de cela, il y a eu une coopération avec les autorités ivoiriennes qui a permis aujourd'hui, déjà depuis l'Europe, les gens essaient de profiler tous ces réseaux-là. Donc, bien évidemment, les brouteurs
il n'y a plus de manne à tirer en Europe. Ils bougent vers l'Amérique. Ils bougent vers l'Amérique, c'est où c'est nouveau. Mais ils oublient que les Américains, quand ça arrive sur un autre continent, ils s'intéressent au phénomène, sauf qu'ils n'ont pas encore prévu ça. Donc aujourd'hui, c'est plus facile même de se faire épingler aux États-Unis pour ces faits-là que peut-être en Europe, parce que eux, ces gens de trucs-là, ils profitent tout. Donc ça ne m'étonne même pas qu'ils aient aujourd'hui, vous voyez bien qu'ils ont commencé, ont fait la coopération avec les autorités ivoiriennes, ils ont épinglé ces réseaux-là. Au fur et à mesure, vous allez voir les résultats de cela. Et c'est pas, je vais dire que c'est la continuité d'une communauté qui connaissent déjà. Les Ivoiriens, par le passé, et peut-être que ça continue, c'était eux qui, les plus grands voleurs de véhicules de luxe pour les envoyer au port ici. Oui, quand on était là-bas, à chaque fois, on arrêtait des réseaux d'Africains, mais essentiellement des Ivoiriens. Moi, quand on était là-bas, quand j'étais là-bas, il y avait des Ivoiriens qu'on attrapait. Souvent, ils attrapent 50 personnes. Il y a au moins 35 Ivoiriens par rapport à des phénomènes, par exemple, de vol de véhicules de luxe et autres. Ils sont en coopération, ça, vous pouvez le savoir, avec les autorités ivoiriennes sur ces questions-là. Donc, je veux dire que l'Amérique découvre le broutage, mais il n'y a pas de péril en demeure. Comme la somme des sentences par rapport à chaque crime. Aux États-Unis, ils font la somme. Même s'ils doivent te donner 300 ans, il ne faut pas avoir peur, ils vont te donner ça. Et puis, ils vont veiller à ce que tu le fasses. Ce n'est pas comme chez nous, ici, quelqu'un a violé, malgré les circonstances, on le retrouve 5 ans après, il est dehors tranquillement. Non, eux, ils ne jouent pas avec ça. Même quand tu as prémédité, il y a un certain nombre de sentences par rapport à cela. Et là-dessus, les juges, on ne peut pas les blaguer sur ces questions-là. Donc, moi, je suis très heureux que la coopération puisse produire ces gens de fruits. Il faut continuer, justement, parce que ces gens de criminalité qui sont transnationales, c'est véritablement avec la coopération entre pays qu'on réussit à les endiguer. Je veux vous rassurer, aujourd'hui, même pour le viol, surtout pour le viol, il y a un dispositif et un arsenal qui est très en place et ceux qui s'y frottent, en tout cas, s'y piquent. Ah. Donc ça a bien changé l'univers, en tout cas, juridique en Côte d'Ivoire sur le viol. Personne ne peut s'amuser à faire cela et puis repartir à la maison comme si tout allait bien. Élisée, votre point de vue, justement, sur ce réseau d'Ivoiriens. Déjà, ce sont des... Est-ce que vous êtes choqué que ce soit des Ivoiriens qui soient aujourd'hui épinglés, qui soient sur les feux de la rampe comme ça? Bon, je ne parlerai pas de choc, mais je dis un peu déçu. Je suis quand même un peu déçu que ce soit des jeunes Ivoiriens qui constituent ces réseaux-là qui viennent d'être démantelés. Il y a un peu de déception quand même, parce que, et c'est ça, c'est ce qu'on s'est vertu à longueur de journée à dire sur ce plateau, interpeller les uns et les autres sur la nécessité de prendre à bras le corps la question de l'éducation de notre jeunesse. C'est vraiment important. Quand on a passer son temps à montrer aux jeunes gens des modèles qui ne sont en réalité pas les bons modèles. Bon, à un moment donné, il ne faut pas qu'on soit surpris de voir ces jeunes gens-là. Ça fait partie des racines, selon vous? Mais oui, apporter des voies qui sont des voies, je veux dire, des voies désastreuses. On leur a montré on leur a montré parfois, je ne dis pas que c'est ce que tout le monde a fait, mais parfois, le chemin de la facilité. Voilà qu'on pouvait réussir juste, on brandit des réussites dont on ignore la construction même de ces réussites-là. Et après, quand on s'approche, on essaie de mener des investigations, on se rend compte que ce n'est pas forcément basé sur des choses qui soient catholiques. Donc, il faut véritablement qu'il y ait une prise de conscience générale sur la nécessité d'éduquer notre jeunesse. Ça, c'est important. Ce fléau-là, à un moment donné, je dis fléau parce qu'à un moment donné, c'était vraiment un fléau sur notre tropique ici. Il a fallu que les pouvoirs publics vraiment prennent le problème à bras le corps et déploient d'importants moyens. C'est tout ça même qui a abouti à la création des unités comme la PLCC, la DITTO, tout ça qui n'existait pas par le passé. Parce que justement, c'était devenu un véritable fléau. Dieu merci, aujourd'hui, quand on regarde sur la place, en tout cas, on a plus ou moins réduit de façon drastique, je vais dire, l'ampleur de ce phénomène-là. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est totalement endigué, mais en tout cas, on l'a combattu. Et le flux s'est déporté aux États-Unis. Voilà, et ces jeunes gens-là, c'est des jeunes gens qui ont été nourris un peu à la sève de cette facilité. Je n'ai pas leur historique, mais je pense, pour ma part, vraiment mettant ma main pratiquement au feu, à 40-50% que les gemmes sont partis d'ici. C'est des gens, tu vas voir, qui sont là-bas il n'y a pas très très longtemps, vraiment qui ont eu des accointances, qui avaient déjà quelques séquelles ici, ou bien quelques habitudes ici, qui sont allés promouvoir.
Donc, Ouais, Élysée, tu es méchant. non, franchement. Donc, il faut... On va l'écouter. Oui, on va donc l'écouter. il faut un moment donné. Non, c'est vrai qu'on en rit un peu, mais c'est un peu triste, hein, je vous assure. Moi, chaque fois que le nom de mon pays sort, surtout pour des choses qui ne sont pas des choses assez honorifiques, vraiment, c'est choquant. Ça nous blesse, nous autres, là. Voilà, qui savons que, contrairement à ce que l'opinion internationale pourrait penser, la grande majorité est quand même consciencieuse et essaie de gagner son pain de façon, je vais dire, louable. Donc, ça nous fait un peu mal. Ceci dit, oui. je pense, je pense que faut pas pour autant, je vais dire, jeter l'anathème sur toute la jeunesse. Non. Je pense que c'est pas le lieu. Il y a certains qui sont un peu égarés, mais pour moi, c'est pas une proportion significative de la jeunesse. Donc, faut pas qu'on en fasse comme un problème vraiment de jeunesse. Mais j'insiste, et je le dis, c'est mon mot de fin, il faut que on se donne les coudes, on se serre les coudes, pardon, on se donne la main les uns les autres pour l'éducation de notre jeunesse. Quelle société nous voulons bâtir? Quelle société nous voulons pour nos enfants? C'est impérieux et c'est important. La vie n'est pas faite que d'argent. La vie n'est pas faite que de biens matériels. La vie va au-delà de ces choses-là. C'est des valeurs. Et ça, il faut qu'on le promeut au maximum à chaque fois que l'occasion nous est donnée. Merci beaucoup, chers amis. Oui, Pascal, juste un petit point pour terminer. Très rapidement évoquer les 830 000 euros transmis par une jeune femme, une jeune Française celui qu'elle croyait être Brad Pitt et faire le lien avec l'intelligence artificielle. Vous savez, il faut vraiment faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui en rient sur Internet, mais 830 000 euros, c'est pas rien. Mais Brad Pitt n'en a même pas besoin, justement. Non, mais vous savez, l'intelligence artificielle... 500 millions de francs CFA. C'est combien? 500 millions de francs CFA. Voilà, presque un demi-milliard ou même plus. Alors, ce qui se passe, c'est que la police lui demande, mais comment vous avez pu tomber dans le piège? Elle dit, mais Brad Pitt était hospitalisé. Je l'ai vu dans le lit. Il m'a parlé. Donc, on a fait des vidéos. Et l'intelligence artificielle permet de faire des choses merveilleuses. Donc, vraiment, nous qui sommes ici, qui n'avons pas encore tous les détails de cette intelligence artificielle, très, très, très attention. Soyez sûrs que parfois, on peut faire parler quelqu'un, on peut même faire parler les morts, des artistes, des chanteurs, des boxeurs, des hommes politiques. Vous-même, vous le voyez quand vous allez sur TikTok, les merveilles et les dérives aussi que l'IA engendre et a commencé à faire. Donc, attention vraiment. Merci pour ce point très important. Et si Brad Pitt était hospitalisé, il aurait sa carte. 830 000 euros. La dernière fois. On va refermer le sujet la dernière fois. Je sais que vous allez aimer, mais ce n'est pas grave. Bon, on va refermer quand même. Et peut-être qu'on se la partagera peut-être demain, lundi, Herman, parce que le temps court. Oui. Regardons, s'il vous plaît, messieurs, ce qui se passe du côté du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre a pris une décision importante. Elle appelle à une orientation efficace pour lutter contre le chômage des jeunes et le décrochage scolaire. Pourquoi? Comment s'orienter? Faut-il le faire en fonction des notes? Faut-il le faire en fonction de ce que vos parents désirent ou faut-il le faire en fonction de vos aspirations? On en parle sur ce plateau. Est-ce que ces journées carrières sont importantes aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Elles ont eu lieu, donc le lancement a eu lieu donc à Aboisseau, Pascal. Écoutez, c'est l'occasion vraiment, peu importe ce que ça nous coûtera de féliciter très très chaleureusement le ministère de l'Éducation nationale et de l'apprentissage, de féliciter Madame la ministre et puis le président du conseil régional. Si c'est la 12e édition, nos recherches nous disent que tous les ans, ils choisissent une région et puis ils mettent en lumière les métiers, les carrières dans lesquelles peuvent se lancer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Aujourd'hui, vous voyez, il faut faire rêver les jeunes, j'en parlais ici, et ça fait rêver. Ça fait chaud au cœur de voir ce genre d'image, parce que d'abord, c'est la haute administration qui se rapproche des administrés. Vous avez vu, hein, quand la ministre arrive, il y a tout le déploiement administratif qui sort, les préfets, les sous-préfets. Je reconnais là le préfet, qui était mon promotionnaire à MDE, pardon que je le dise, parce que je viens de le reconnaître. Le droit, ça mène à tout, donc c'est un très bon thème. Le droit, ça mène à tout, à condition d'en sortir. Et faire rêver ces enfants-là et venir, parce qu'on me dit qu'il y a des entreprises, il y a des professionnels qui vont venir l'évoquer. Dans quelques années, on aura des saines émulations qui seront venues de cette expérience-là. Donc oui, l'excellence qui est le credo de nombre de nos établissements, ici trouve un moyen d'expression. Et moi, je les encourage, tous ces jeunes qu'on voit là,
à vraiment poser toutes les questions parce que les métiers qui nous font rêver quand on a cet âge-là, souvent c'est eux qui vont être la soupape des directions que vont prendre nos études. Marius, comment voyez donc les métiers du droit à l'honneur? Que pensez-vous de ces journées carrières pour les aider à choisir leur C'est une très bonne initiative du MENA, du ministère en charge donc, de l'éducation nationale. En effet, nos jeunes apprenants aujourd'hui, ça passe vraiment choisir les meilleures voies d'orientation pour ceux qui sont surtout en classe d'examen, BPC, ceux qui sont en troisième, ceux qui sont en terminale pour le baccalauréat. Et donc, ces journées leur permettront évidemment d'être imprégnés sur les questions d'orientation, comment véritablement être orienté, et surtout dans le domaine du droit, quelle voie il faut naturellement choisir, parce que le droit c'est quand même un vaste plateau de formation académique, avec beaucoup de sous-thèmes, beaucoup de secteurs d'activité. Dans le droit, vous avez des magistrats, vous avez les avocats, vous avez les juristes, vous avez les notaires, vous avez les huissiers de justice. Donc, c'est tout un plateau. Et il faut bien, justement, que nos jeunes apprenants, qui ambitionnent naturellement d'embrasser les métiers du droit, sachent exactement quelle est l'option qui se prête à leurs compétences intellectuelles. Et donc, c'est le lieu pour le ministère de l'Éducation nationale d'apporter quelques éclairages à nos apprenants, mais également à leurs parents. Et certainement que ces enfants seront accompagnés pour la majorité par leurs parents. Et ce serait également le lieu pour les parents de s'imprégner également de ces choses-là. Mais au-delà de tout cet aspect, il y a lieu quand même de dire que c'est également l'occasion pour les parents d'interroger justement le ministère de l'Éducation nationale sur un certain nombre de faits, un certain nombre de principes qui, pour la plupart, suscitent beaucoup d'interrogations à leur niveau. Et je pense que c'est un très bon cadre et il faut de plus en plus décentraliser cette initiative au lieu de le faire dans une ville choisie, comme c'est le cas cette année à Boisseau. Il faut décentraliser l'initiative en l'étendant dans toutes les DRENA, les directions régionales de l'éducation nationale. Très bien. Herman, vous qui avez toujours ici été le chantre d'une éducation en Côte d'Ivoire de qualité, nous sommes sur le chemin. On n'est pas la première ni à la deuxième édition. Quelque chose qui est à pied maintenant dans l'éducation nationale. Moi, je trouve que c'est une très belle chose. C'est une très belle chose parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal, souvent, lorsqu'on interroge nos enfants, à savoir ce qu'ils veulent faire. Ces journées carrières leur permettent d'avoir une connaissance des différentes dynamiques en termes d'opportunités de travail, d'opportunités de carrière. Et je pense qu'à ces journées-là, c'est l'occasion de leur présenter, de leur montrer comment faire des projets d'études, des projets professionnels. Parce que c'est en fonction de tout cela qu'on peut avoir accès à des établissements qui vont nous permettre d'évoluer dans notre carrière. Mais déjà, ça permet à l'enfant de savoir déjà ce qu'il a envie de faire et comment y parvenir. Et je reviens encore sur le choix du projet d'études. Oui. Le choix du projet d'études, on peut le faire même en 6e. Si les parents commencent à discuter à l'enfant pour savoir qu'est-ce que tu as envie de faire, déjà avec ça, l'enfant va vous dire ce qu'il a envie de faire et puis vous discutez. Le truc, ce n'est pas de lui imposer un choix, mais c'est de l'aider à faire le meilleur choix. Déjà dès la 6e, on peut déceler. Déjà à la 6e. Vous voyez de plus en plus des parents amènent leurs enfants dans des stages de découverte. Ne serait-ce que passer après l'année scolaire ou même pendant l'année scolaire, passer 2 journées auprès de professionnels dans une entreprise, ça fait partie d'un stage. Et ça, de plus en plus d'universités, d'académies universitaires, regardent même des enfants qui ont fait des stages de découverte dans leur CV. Moi, j'encadrais des enfants pour des orientations pour leurs études universitaires, déjà à 6e. Et puis, je leur demande, par exemple, est-ce que vous avez des CV? Ils sont surpris. Oh, un CV? On peut avoir un CV même en 6e. On devrait leur apprendre à faire des CV. À faire des CV. Parce que déjà, en seconde, quand tu as un CV, si tu as fait 2 jours dans l'entreprise, aller même voir, le jour même que papa te dépose auprès d'un de ses collègues pour découvrir ce qu'il fait, ça fait partie
de ton savoir en tant que, de ton expérience en tant qu'élève. Donc, toutes ces choses-là, ça permet après aux universités de savoir ceux qui ont déjà une petite connaissance dans l'établissement et faire le choix. Enfin, toutes ces choses-là, comme l'anglais, ce sont des choses qui sont un plus. Donc, moi, vraiment, je félicite la ministre de l'Éducation nationale par rapport à cela. Mais il ne s'agit pas seulement de faire de ça une édition où on vient une journée ou 2 journées. C'est de faire en sorte qu'il y ait un programme pendant l'année académique, pendant l'année scolaire, où les enfants sont véritablement suivre un jour, 2 jours. Aujourd'hui, mine de rien, on parle de stages de découverte, d'immersion et autres, mais c'est les mêmes établissements élitistes, des collèges Jean Mermoz, je ne peux pas citer non, Blaise Pascal et autres, qui envoient leurs enfants, parce qu'eux, ils connaissent ça, envoient leurs enfants. Il faudrait qu'on inclue ça aussi dans nos établissements publics. Élisée, votre commentaire justement sur cette activité du ministère de l'Éducation nationale? Moi, je veux intervenir sur 2 points. Oui. Le premier point, c'est déjà la journée carrière en elle-même. C'est une initiative louable à saluer, comme tout le monde l'a dit sur le plateau. Mais comme souvent, j'ai l'habitude de dire, point n'est besoin de réinventer l'eau chaude. C'est-à-dire? Je m'explique par le passé. Je vais prendre juste ma modeste expérience. Quand nous étions au lycée, il y avait des campagnes régulières où les conseillers d'orientation qui sont en service dans les DRENA, c'est-à-dire que dans les directions régionales des villes, il y avait des périodes, généralement en début d'année, où ceux-ci investissaient les différents établissements scolaires et ils partageaient leur expérience avec les élèves. Et ils leur parlaient un peu des éventuelles carrières que ceux-ci pourraient faire en ayant de telles moyennes, en ayant de telles notes dans certaines matières. Je pense qu'il faut peut-être revenir à cette formule-là. Cette formule qui permet que quand l'année commence, au bout d'1 mois, 2 mois, avant la fin en tout cas du premier trimestre, qu'il y ait ce déploiement-là des conseillers d'orientation dans les différents établissements, aller à la rencontre des élèves et commencer déjà à échanger avec eux, notamment ceux qui sont en fin de cycle, ceux qui sont en terminale, ceux qui sont en 3e, pour leur dire quels sont éventuellement les débouchés en fonction de notes qu'ils pourraient avoir soit en classe ou bien en fin d'études. Nous, on l'a fait. Ça nous a permis de faire des choix de carrière à un certain moment donné. Ça, c'est déjà le premier point. Le second point, je l'ai dit ici sur le plateau, ces genres d'initiatives doivent obéir à une stratégie globale. C'est-à-dire, Élisée? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui pour notre jeunesse dans les années à venir en termes de débouchés? Notre pays, là, on veut quoi? De façon stratégique, on pourrait l'orienter. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, je regarde un peu les perspectives. Nos perspectives aujourd'hui, là, ce sont les mines, c'est l'hydrocarbure, c'est la transformation des matières premières. Voilà pour moi, l'économie circulaire. Voilà pour moi les chantiers prioritaires de la Côte d'Ivoire. La transformation des matières premières, pourquoi? Parce qu'on en a suffisamment et malheureusement, on les importe un peu en brut aujourd'hui. Il faut qu'on réfléchisse comment dans les 5-10 prochaines années, on a des usines avec la main-d'œuvre déjà prête à travailler dans ces usines pour la transformation. Deuxième élément, aujourd'hui, on vient de découvrir des champs pétroliers importants tels que Baleine et Kalao, des champs gaziers, miniers. Mais qui doit travailler dans ça? C'est des Ivoiriens. Donc, comment est-ce qu'on ne peut pas déjà, en termes de choix des carrières, déjà orienter ces enfants vers ces métiers-là, qui seront des métiers de cette année, c'est le droit. C'est ce que c'est le droit. L'autre élément, comme je l'ai dit, les mines. Aujourd'hui, on est en train de découvrir des mines un peu partout, que ce soit le coltan, que ce soit le cobalt, l'or et autres, tout ça. Vous voyez, généralement, quand vous rentrez dans les mines, que ce soit à Tongon ou que ce soit à Divo, un peu dans ces Aïré, vous allez aller voir la tête pensante la plupart du temps. En tout cas, je vais dire, la commission de direction est généralement constituée des expatriés, des gens qui sont... Mais je pense que nous, on peut avoir des ressources dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est ces matières-là qui feront notre force, qui feront notre héritage. Pourquoi ne pas déjà commencer à orienter nos jeunes gens vers ces métiers-là qui, de toute manière, à des débouchés. C'est-à-dire aujourd'hui, là, tout ce qu'on nous a dit concernant Baleine et Kalao, là, au moins 200 000 barils par jour d'ici 2027-2028, ça, c'est un acquis. C'est un acquis, c'est des métiers. Ça, il n'y a même pas de débat. Quand on nous parle des mines qui ont été découvertes, tout ce que ça doit produire, c'est des métiers acquis. Moi, je pense qu'il faut plutôt orienter notre jeunesse vers ces métiers-là pour que demain, ce soit des débouchés et qu'on n'est pas en train de courir encore pour chercher à insérer 400 000, 500 000 jeunes dans des métiers où on doit faire encore des apprentissages et des réinsertions. Je crois que sur cet aspect-là, je ne dis pas que ce qui est fait est mauvais, mais je dis que tout doit être fait dans la perspective d'une stratégie globale. Et comment justement arriver à cette synergie-là, messieurs, dames? Votre avis rapidement avant d'aller sur le plateau, au journal. Oui. Cette synergie, justement, la merveilleuse idée donnée par Élisée, comment la réaliser concrètement? Je me demande pourquoi on se demande comment on arrive à cette synergie, puisqu'on y est. Si vous avez remarqué, depuis un certain moment, dans les programmes
et les autorisations et les accréditations des grandes écoles, on a déjà anticipé avec la formation en ingénierie liée à tout ce qui concerne les mines et les hydrocarbures. Je pense que ça fait au moins 5 ans, sinon 10, que la Côte d'Ivoire, ou en tout cas les ministères en charge de ces questions-là, se sont concertés pour parler. Sur les conseillers d'orientation, Élisa l'a bien dit, on ne va pas inventer l'eau à couper l'eau chaude. Les conseillers d'orientation sont un poste qui existe toujours au niveau de l'éducation nationale. Peut-être qu'ils ne font pas l'objet d'une session un peu extraordinaire comme celle-là, parce que c'est un lancement national, la ministre se déplace, mais sinon au quotidien, pour les classes, le conseil d'orientation existe toujours. Il vient toujours rencontrer les élèves, leur montrer le panel des orientations, comme le nom l'indique, professionnelles qui sont disponibles. Et vous vous souvenez, à un moment donné, c'était les assurances en Côte d'Ivoire qui faisaient un boom. Donc il y avait beaucoup d'écoles qui avaient des filières en banque et assurance. Combien, il y a 15-20 ans, tout le monde faisait banque et assurance. Donc il y a un mouvement qui s'opère. Et ce mouvement-là, c'est vrai qu'on parle souvent de l'inadéquation offre et demande, la fameuse inadéquation. Mais je pense qu'à force d'en parler, on a quand même des grands fonctionnaires et des commis de l'État qui sont à la tâche et qui ont compris que parfois on crée un mouvement. Donc si vous avez remarqué, là, quand on arrive aux rentrées scolaires, on a de nouveaux métiers qui apparaissent. Management du sport. À l'occasion de la CAN, on a vu qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont fait naître des nouveaux métiers. Pour terminer avec le droit, je dis qu'on aura tous les ingénieurs du monde dans chaque métier. Il faut un juriste, il faut un avocat d'affaires, il faut un avocat pénaliste, il faut un expert comptable, il faut un avocat sur les questions de patrimoine. Il y a dans le droit des spécificités. Il y a le droit spécifique aux hydrocarbures. Aux affaires, tout ça. Parce que c'est un domaine technique et précis. Donc il faut des avocats spécialisés. Et ce n'est pas plus mal qu'à côté de tous ces ingénieurs qu'on va faire naître, eh bien, les métiers de la justice et du droit soient également promus. Merci Pascal. Alors rapidement, elle a parlé donc de l'éducation et tout, mais le segment des élèves de l'éducation nationale, à ce tout niveau-là, à ce niveau basique, comment créer cette synergie? Est-ce qu'il faut déjà leur présenter ces métiers-là, comme Élisée l'a mentionné rapidement, Oui, bien sûr, c'est une question de volonté politique. Très bien. Le président Houphouët-Boigny nous l'a bel et bien enseigné en envoyant une majorité de nos cadres à l'époque, l'aventure 46, et ça nous a ramené des cadres comme Laurent Donafologo et j'en passe, qui ont dirigé ce pays. Aujourd'hui, si nos gouvernants veulent véritablement bâtir une Côte d'Ivoire de demain avec des Ivoiriens outillés dans tous les domaines pour booster notre industrie de transformation de nos matières premières à travers notre jeunesse estudiantine actuelle, c'est possible. Les pays d'Asie nous l'ont démontré. La Malaisie, les pays d'Asie du Sud, mais également d'Asie de l'Est, la Thaïlande, mais également le Cambodge, non, c'est pas garanti, les pays d'Asie, le Vietnam. Voilà, c'est tout ce monde-là. Voilà, et donc ces États-là nous l'ont démontré parce que des États qui étaient très loin de nous, aujourd'hui, nous ont dépassé en matière de développement et les Africains peuvent naturellement prendre leur destin en plein main. On va rapidement écouter Élisée et Pierre-Man qui avait donné l'idée, et puis on va réagir rapidement. Messieurs, réaction rapide. Non, vas-y. Réaction rapide, je vous en prie, dans le dernier sujet. Oui, on a été un peu long. Justement, Élisée, tout à l'heure, il citait les différentes opportunités qu'il peut avoir aujourd'hui. Quand il parlait d'ingénierie, heureusement que Pascal est revenu sur les autres métiers classiques qu'on peut utiliser. Mais je vais ajouter aussi, il y a l'économie circulaire. Aujourd'hui, on sait qu'à les derniers résultats de recherche concernant la lagune, ça a été démontré que chaque jour, on déverse 250 tonnes de déchets solides dans la lagune. Or, on peut, dans un système de collecte, de tri et autres, il faut créer d'autres énergies renouvelables, le recyclage, tout cela. Donc, il y a des métiers là-dessus. Moi, je pense que les jeunes peuvent regarder. Il y a même la logistique aujourd'hui qui continue, qui est un ancien métier, mais qui continue, l'innovation technologique. Par tout cela, on peut le faire. Sans innovation technologique, on ne peut pas y arriver. Élisée, on termine avec vous ce sujet, avant le tout dernier. Oui, moi, je veux juste, je termine là-dessus, encourager tous les Ivoiriens, notamment les parents, à ne pas laisser la question de l'orientation de leurs enfants
entre les mains justes, je vais dire, des conseils d'orientation et des élèves. Il faut que les parents s'impliquent, échangent avec les enfants, discutent avec les enfants par expérience aussi, qu'ils puissent apporter leur appui dans le choix que les enfants pourraient faire éventuellement, qui pourrait quand même leur être bénéfique pour la suite de leur carrière. Alors, messieurs, juste une petite réaction vraiment très très courte de ce qui s'est passé. Vous savez qu'il y a eu donc 17 morts et plusieurs blessés dans un accident sur l'axe Dieucoué-Daloa. Plusieurs personnes ont trouvé la mort également entre un véhicule de particulier et un camion de transport de ciment. C'était le vendredi 31 janvier 2025 aux environs de minuit 19 du matin. Sur la route d'Oudotré, on sent qu'il y a une recrudescence d'accidents. Rapidement, vos solutions. On a quelques minutes. Pascal. Vous connaissez mes solutions. La sensibilisation a eu son temps. La sanction peut-être peut prendre le relais. Tout en continuant la sensibilisation et toujours nos regrets et nos condoléances aux familles. Mais vraiment, il est temps que le dispositif de répression soit vulgarisé, connu, appliqué, et puis que surtout, très concrètement, on arrête de faire... que les gros camions arrêtent d'être en pleine ville, sur les axes d'agglomération, et qu'à partir d'une certaine heure, on interdise qu'il roule. Marius, commentaire rapide. Oui, il faut dire qu'en matière d'accidents, la Côte d'Ivoire a enregistré pour l'année 2024 13 428 accidents. Et sur nos routes, on a enregistré également 21 222 blessés et nous avons enregistré malheureusement 1291 tués. Ce qui fait qu'au final, on a une hausse de 1% en matière donc, de blessés. Nous avons une baisse de 20% en matière de tués et on a une baisse de 6% en matière d'accidents sur nos circulations. Mais cela est dû justement à l'imprudence, à un certain nombre de comportements des automobilistes, mais surtout aussi à cause des engins de 2 roues et de 3 roues. De toutes les façons, le ministère en charge des transports, à travers la Direction générale des transports terrestres et de la circulation qui nous a communiqué ces chiffres et nous saluons à l'occasion le directeur général. Mais je peux vous dire qu'il y a du travail encore à abattre. Les Ivoiriens doivent se montrer très courtois et très, j'allais dire, attentionnés une fois au volant de leur véhicule. Herman, commentaire justement sur ces chiffres assez difficiles quand même et ces morts sur nos routes. On le dit, on le redit. Moi, j'estime que le parc automobile, notamment des véhicules de transport en commun, les GBA communément appelés les GBA-cars et autres, et les remorques et même les gros camions, est vieux. Je me demande parfois comment est-ce que ces engins qu'on voit souvent penchés sur la route, comment est-ce que ces véhicules-là réussissent à passer la visite technique? Je suis même allé demander à quelqu'un de la visite technique que je connais bien. Est-ce que justement mais ces véhicules on dit la plupart des GBA-cars, 90% des GBA-cars, les véhicules, n'ont aucune visite technique. Mais c'est pas possible, ils sont sur les routes. Mais justement, donc allez-y bien comprendre. Ça veut dire que nos forces de l'ordre, qui sont en train de gérer la circulation, sont bien conscientes que ces véhicules-là n'ont pas de visite technique. Mais comment est-ce que ces véhicules-là roulent? Il ne faudrait pas qu'on joue avec la vie des gens. Parce que souvent, on est tous d'accord que ce véhicule-là mérite d'être arrêté par une force de police, mais on voit ce véhicule-là rouler. On voit plusieurs véhicules de transport en commun sur nos voies, très penchés. On ne sait même pas où se trouve leur énergie cinétique, leur centre d'inertie, tout cela, mais ça roule. Mais il ne faudrait pas qu'on soit étonné. Il parlait tout à l'heure de l'imprudence et autres, mais ce n'est pas le seul facteur. Moi, je pense que l'état de la route, c'est parce que finalement les conducteurs ne maîtrisent plus l'engin puisqu'il est fatigué. Il y a des véhicules qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. On ne voit même plus leur plaque d'immatriculation, mais ça continue de rouler pour les véhicules de transport en commun. Souvent même, tu es dans l'intérieur, tu vois le bitume en pleine circulation. Et donc, on se demande bien, est-ce que les policiers voient ces véhicules-là circuler ou pas? Ou bien, chaque jour, ils déposent quelque chose quelque part et puis on leur permet d'assurer leur journée. Il faut aller chercher à comprendre cela. Élisée, votre avis justement sur ce sujet? J'ai juste 2 points. Mon premier point, mettre fin au laxisme. Arrête tout ce que les uns et les autres ont dit. Pour moi, c'est de mettre fin au laxisme. C'est-à-dire qu'un véhicule n'a pas le droit à rouler qu'il ne roule pas. Pas question de dire que
à cause de Dieu, ou bien on va regarder, on va avoir pitié. Non, fin au laxisme. Il ne doit pas rouler, il n'a pas les pièces pour rouler, il ne roule pas. Un point trait. Quelqu'un a commis un accident, il est fautif, il faut qu'il soit puni au regard de la loi. Un point trait. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de cette société de laxisme et puis de l'éternel pardon à cause de Dieu. Mais est-ce que justement des mesures ou des mesures sont prises mais c'est ce que je dis. Mais il faut les appliquer. Les lois existent. En fait, ce qu'on demande aujourd'hui, là, on ne demande pas je répète encore, de refaire l'eau chaude. On demande d'appliquer les lois qui existent. Les lois étaient déjà prises. Il faut les appliquer. Un point intérêt. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, je pense qu'il faut que les séances de la Commission nationale de retrait du permis, moi, j'y ai assisté une ou deux fois. Il faut que ça soit médiatisé, qu'on mette ça sur toutes les chaînes de télé pour que les visages de ces criminels de grand chemin, parce que moi, c'est comment je les qualifie, soient connus de tous les Ivoiriens et qu'on puisse voir comment des gens aussi facilement ôtent la vie à leurs amis juste par question d'imprudence ou bien parce qu'ils veulent faire recette. Donc ça, il faut que ce soit publié, ce soit rendu public, qu'on voie ceux parmi nous là qui s'adonnent à des conduites hasardeuses et qui provoquent le décès de certains et qu'on puisse les cibler nous tous pour que désormais, quand on va commencer à faire ça, vous allez voir que les gens commencent à devenir prudents et quand on va commencer aussi à mettre un là sur le laxisme, je pense que cette solution-là, on va voir que beaucoup de choses vont changer. Voilà merci Élisée pour vos différents points. Restez en notre compagnie. À notre retour du journal qui vous sera présenté par Karel Dablé, nous parlerons du M23. Après la violation de son cessez-le-feu, le M23 s'empare de la cité minière de Niabiboué. Et ensuite, nous recevrons M. Lassina Keïta, qui est le commissaire général et promoteur du Festival international de poésie d'Abidjan. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours avec nous. Pascal Souquier, Marius Como, Élisée Boloubeu, Herman Abois. Nous a rejoint en plateau M. Lassina Keïta. Il est commissaire général du Festival international de poésie d'Abidjan. On parlera de poésie, de livres, de littérature, bref. Mais avant, regardons ce qui se passe du côté du conflit FRDC M23 Rwanda. Il y avait donc un cessez-le-feu en vigueur depuis le mardi 4 février qui a été brisé et justement le M23 en a profité pour faire main basse sur une ville minière. Selon les sources proches donc, du conflit, il y a des combats pour la libération de cette ville. Messieurs, réfléchissons et regardons justement vos commentaires sur cette nouvelle actualité. On rappelle qu'il y a 2900 morts jusqu'à présent pour ce conflit au Congo. Pascal, votre point de vue? Écoutez, c'est triste de voir que cette trêve humanitaire, qu'il faut le rappeler, avait été déclarée de façon unilatérale quand même par le M23. Certes, elle était demandée, appelée de tous les vœux par toutes les parties, mais elle est aussi également brisée de façon unilatérale par le M23. Le M23 qui a laissé s'acheminer ou être acheminé quand même quelques aides humanitaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'approvisionnement des troupes, quel que soit le côté duquel on se trouve, est une vraie question. On a vu ici que cet approvisionnement-là pouvait être non seulement en vivres, mais aussi en non-vivres et en matériel de guerre notamment, et que la question pouvait se poser pour eux-mêmes, M23, puisque les munitions, ça s'épuise, les vivres également, mais aussi pour les FARDC. Ceci dit, il faut aussi comprendre que l'acheminement de l'aide humanitaire, c'est un enjeu de guerre. Vous voyez, combien de fois sur des théâtres d'opération, on n'a pas vu l'aide humanitaire être détournée? Parce que tout ça aussi, ça fait partie de cette guerre que j'appelle une invasion, si je puis me permettre. Parce que de toute évidence, malgré, je dirais même pas les dénégations du voisin rwandais, mais en tout cas c'est non dit, il se trouve que nous avons un État en Afrique qui est envahi par un autre État. Et qu'on attend avec beaucoup d'espérance, non seulement des décisions, mais des actions fortes. Et je reviens là-dessus, je l'avais dit ici sur ce plateau, des instances sous-régionales. Mais pour en revenir à ce cessez-le-feu, oui, ceux qui vont payer, ce sont les civils. Mais ce qu'on sait, c'est que cette petite province est très très riche. Et encore une fois, la RDC est victime de sa richesse minière, de son sous-sol. Et pour terminer, je voudrais faire un détour, mais un détour très bref, pour dire que quand les provinces comme ça, comme celle du Sud Kivu, qui est juste à côté du Rwanda, à l'époque, il y a quelques années, on avait la constitution de 2006 qui avait établi que
quand 100% des recettes allouées, recueillies dans les provinces sont acheminées, il fallait laisser 40% de retenue aux provinces pour qu'elles se développent. Je vous dis pourquoi je fais ce parallèle. Parce que des provinces qui sont riches, comme celle du Sud Kivu, à l'image de tout le RD Congo, et qui se trouvent dans un état économique aussi lamentable, ce sont là les vrais germes de cette guerre qu'on est en train de connaître. Et il se trouve que cet article 145 de la Constitution de la RDC, qui résolvait cette question et qui avait été soulevé par le président Tshisekedi à l'époque, quand il n'était pas aux affaires, qui avait promis qu'il ne ferait pas de rétrocession, c'est-à-dire en envoyant 100% des recettes et puis en promettant d'en envoyer 40%, mais en laissant effectivement les 40% de recettes aux provinces pour qu'elles se développent, n'a pas été respecté. Et voilà qu'aujourd'hui, de misère économique en misère tout court, on en arrive à des situations où, oui, un État, ou en tout cas des milices, si c'est selon l'endroit où on se trouve, peuvent envahir comme ça des régions qui sont riches et qui sont même capables d'avoir une armée autonome. Merci Pascal. Alors, Marius Komwe, nous apprenons juste à l'instant de sources sûres que le M23 qui a tenu son meeting dit vouloir libérer tout le Congo. Il ne s'agira donc plus bientôt de parler de Nord Kivu, du Sud Kivu, mais on parle de prendre le pouvoir carrément et de mettre Tshisekedi carrément à côté. Réaction Marius. Et ensuite le mal de tout ça, c'est l'indifférence de la communauté dite internationale. Après, ce serait le médecin après la mort. Qu'est-ce que vous attendez d'elle, cette communauté internationale? Mais c'est maintenant qu'il faut agir parce qu'on ne peut pas accepter. Attends, qui sont ces rebelles? Que devrait-elle faire Mais la communauté internationale devrait se mobiliser pour empêcher ce qui arrive justement au Congo. Ils se sont mobilisés, hein. Chacun a dit que c'était inacceptable. Non, il ne s'agit pas de bavarder, il s'agit d'agir que des rebelles. On dit bien des rebelles, c'est-à-dire ce n'est pas une armée légale, ce n'est pas une armée normale. C'est juste des partous, des bonariens qui ont été armés par-ci et par-là et qui ont fait une occupation avec justement le soutien de l'armée rwandaise. Aujourd'hui, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Vous parlez du Rwanda, le président rwandais, lors d'une interview sur CNN, alors, la question lui avait été posée, est-ce qu'il sait que sait-il justement de ces troupes qui sont sur le territoire congolais, qu'il confirme? Il dit qu'il n'en sait rien. Vous pensez que c'est sérieux? C'est une boutade à la limite à ses interlocuteurs qu'un chef d'État en exercice au Rwanda ne peut pas dire qu'il ne sait même pas si son armée est impliquée ou pas. Il aurait pu donner une vérité et une réponse soit par le oui, soit par le non, en disant tout simplement la vérité. Et là, il vous dit qu'il ne le sait pas. Et pourtant, tous les experts, les enquêtes de tous les experts, y compris les enquêtes de l'ONU, attestent vraisemblablement que l'armée rwandaise est inclue. D'ailleurs, comment se fait-il que le Rwanda importe du coltan? Comment se fait-il que le Rwanda, qui n'a même pas 1 gramme de coltan sur son sol, dans ses ressources minières, est le plus grand aujourd'hui importateur de coltan dans la zone, dans la région? C'est inacceptable. Et bon, on constate avec amertume que la prise de Goma visait justement un objectif d'intérêt économique. Et quand on sait les rapports que l'Union européenne entretient avec le Rwanda, puisque c'est l'Union européenne qui rachète le coltan du Rwanda, le coltan de la RDC, qui transite par le Rwanda avec donc les autorités rwandaises, il y a lieu de s'interroger. C'est pour ça que nous interpellons la communauté internationale qui est très souvent prompte à venir distribuer les cartons rouges et les cartons verts et très souvent traduire certains de nos leaders devant les tribunaux internationaux. L'heure est venue, justement, pour cette communauté internationale de crier son ras-le-bol en mettant un terme à cette gabégie que nous constatons en RDC et qui met en mal la gouvernance. Mais non, mais on en a. L'Afrique ne veut plus de cela. Très bien, Marius. L'Union européenne disparaît, l'Union européenne disparaît, les organisations régionales de la zone disparaissent. On ne voit aucune instance africaine qui élève la voix parce que chacun est cantonné dans son camp. Mais cette gouvernance africaine doit changer. Très bien. Écoutons Herman, écoutons les autres. Alors Herman, le Burundi craignait que la situation ne s'enlise. L'Afrique du Sud menaçait de rentrer en conflit, justement à cause de la mort de ces soldats qui sont tombés sur le théâtre des opérations. Avec l'avancée du M23 après Goma,
Ils prennent Nyabibwe et on avance. Ils estiment qu'il faut libérer le Congo. Craignez-vous que la situation ne s'enlise, Herman? Dans les dispositions naturelles de ces deux pays-là, en termes démographiques, le Congo, Kinshasa, c'est 102 300 000 habitants. Et le Rwanda, c'est à la limite 14 90 000 habitants. Vous prenez en termes de superficie. Et là encore, le Congo, la RDC, c'est 160 fois la superficie du Rwanda. Moi, je trouve que c'est un pillage organisé. Le Rwanda, pour moi, cette guerre a carrément déclaré à la RDC, la RDC doit l'adresser avec les thèmes de riposte militaire. Et ça, moi, je le dis, peu importe ce qui va se passer, il faudrait que la RDC nous apprenne, nous montre qu'elle a quand même des... Regardez sur la carte, ça ne tient même pas un pouce. Très bien. Donc, moi, je pense que pour revenir sur la situation, Marius l'a dit, c'est les dispositions naturelles, l'intérêt au niveau minier et autres, en termes de minerais importants, le coltan, bien entendu, qui avait déjà même alimenté la guerre par le passé en RDC, c'est ce qui continue. Ils ont même pris la mine de Rubeya. Mais aujourd'hui, on nous dit que la RDC, l'armée de la RDC est infestée de généraux, de grands officiers Tutsis du Rwanda. Mais c'est le moment d'être ferme là-dessus. Parce que la question de, quand on le dit, les gens parlent, veulent qu'on gavaude, le thème est gavaudé, la question de la souveraineté, on ne négocie pas. Aucun pays au monde ne peut accepter ces affronts. Et puis vous avez tout à l'heure évoqué l'intervention du président Kagame quand on lui posait la question. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que l'armée rwandaise accompagne le M23. Mais avec ironie, non, je ne suis pas informé. Et ça me fait mal qu'aujourd'hui, les organisations sous-régionales, les organisations interafricaines, on les entend très peu sur la question. Très bien. Écoutons Élisée et puis on passera à notre invité. Élisée Boloube, commentaire. Ok, moi je pense que les uns et les autres ont dit beaucoup de choses. Moi je veux juste, sur le fait que, pour revenir un peu à ce que Herman a dit, sur la présence des généraux Tutsis, il faut dire que ça a une histoire. Ça a une histoire. Cette armée aujourd'hui qui est en RDC est une armée qui est venue suite à, pour la grande majorité, une rébellion menée par Laurent Désiré Kabila et qui a donc tiré sa source depuis le Rwanda avec des généraux Tutsis. Donc ça s'explique aujourd'hui que ceux-là se retrouvent dans l'armée et qu'ils soient au soit de commandement au niveau de l'armée congolaise. Donc vraiment c'est historique. Ça s'explique. Moi, juste ce que je veux dire, et moi c'est mon principe de toujours. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, moi j'ai un principe, je suis contre la prise du pouvoir par les armes, de manière anticonstitutionnelle, de manière illégale. Que ce soit fait en Côte d'Ivoire, que ce soit fait au Japon, que ce soit fait en Afrique du Sud, que ce soit fait comment dirais-je, en RDC, moi je suis totalement contre la prise du pouvoir par les armes. Je suis quelqu'un de principe. Pour moi, quand on veut diriger des citoyens, on se donne les moyens de les diriger en recourant à leur suffrage et à avoir leur confiance. Un point, un trait. Donc, dès cet instant-là, je ne veux même pas trouver d'excuses, ni d'alibi, ni d'explication à ce qui se passe. Moi, pour moi, il faut que les organisations, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, prennent leurs responsabilités. Les organisations sous-régionales et régionales prennent leurs responsabilités. Il faut que l'Union africaine convoque un sommet extraordinaire avec la présence de ces différents chefs d'État-là et qu'une bonne fois pour toutes, il y ait une fermeté dans le dialogue et dans le discours. Si possible, qu'on puisse déployer une armée vraiment au niveau de l'Union africaine qui part d'abord faire une force d'interposition et puis après repousser, faire sortir le M23 du Congo. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas vraiment lésigner, tergiverser, comme je le dis, parce que demain, même si ceux-là arrivaient, je le dis toujours, même s'ils arrivaient à prendre le pouvoir à Kinshasa, ils n'auront pas la paix. Parce que c'est des gens qu'ils ont enlevés aussi qui voudront revenir demain. La meilleure manière de prendre le pouvoir et assurer la paix, c'est les élections. Voilà, c'est la phase démocratique. Donc vraiment ça, je pense qu'il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Merci beaucoup Élisée. En attendant, nous allons donc, vous l'avez tous dit, regarder du côté de l'Union africaine, voir un peu les décisions qui vont s'y prendre en espérant que le Congo retrouve la sérénité de son territoire. Voilà. Après avoir parlé du Congo, nous allons donc converser avec notre invité, M. Lassina Keita. Juste un mot sur la situation au Congo en tant qu'Africain.
quel est votre commentaire avant d'en arriver au Festival international de poésie d'Abidjan? En tant qu'Africain, en tant que poète, je m'indigne. Parce que le poète est celui qui condamne la guerre. Le poète africain est engagé. Et lorsque nous constatons une situation comme ça, nous n'avons qu'un seul mot. C'est la meurtrissure. Nous sommes meurtris. Parce que c'est le panafricanisme qui enrade. C'est le panafricanisme qui prend de l'eau. C'est le panafricanisme qui n'a plus de sens finalement. Là où Lumumba s'est levé hier. Et ça, c'est déplorable. C'est déplorable. On parle de communauté internationale, mais je voudrais d'abord parler, en plus du poète et des artistes. Kofi Olomide, Fally Ipupa, Inos B. Mais que font-ils? J'ai vu Michael Jackson se lever pour l'Éthiopie. We are the world. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, ces grands artistes-là qui viennent à Abidjan faire des cachets? Une seule personne, 200 000. Mais qu'est-ce qu'ils font de tous ces moyens? On parle de lever des fonds pour l'humanitaire, mais chacun des artistes, ils peuvent donner combien? Ferregola fait plus de 80 000 places à Kinshasa, mais il a donné combien? Vous savez, avant de chercher la solution internationale, avant de chercher la solution extérieure, il faut la mobilisation nationale. Et c'est pour ça que je voudrais rejoindre mon voisin de droite. Mais ce qu'il a dit est tellement vrai que ça se retrouve dans la pensée de Machiavel. Machiavel a dit quoi? Qui a écrit Le Prince. Le Prince. Lorsque vous prenez le pouvoir par l'aide d'une armée étrangère, mais celle-ci vous en chasse. C'est ça. Le président Mobutu est parti par la force de qui? James Kabederebe. Ah, Mobutu, ok, d'accord. Le président Mobutu. Et c'est depuis là que le Rwanda est monté en puissance. Donc aujourd'hui, à l'intérieur, ce qu'il faut, ce n'est pas des litanies. Ce qu'il faut, c'est que les fils... Ah oui, il ne faut pas des litanies. Merci. Il faut que les fils de la RDC se lèvent et qu'ils se battent pour la terre de leurs ancêtres et qu'ils se battent pour leurs parents. Très bien. Et là, c'est l'Africain, le poète africain. C'est le poète qui parle. Qui a parlé, voilà, avec tout son sens. Et justement, l'objectif du Festival international de poésie, c'est de promouvoir la poésie africaine d'expression française. Pourquoi avoir initié un tel festival, Monsieur Keïta? Nous avons initié ce festival en 2017 parce que nous avons constaté que tous les gens, parce que la poésie est un genre littéraire, tous les gens étaient à la mode. Le roman, le théâtre, la littérature à l'eau de rose, la collection Adoras, tout ça. Mais la poésie était marginalisée. Personne. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as lu un livre? Non, la personne, non, je ne connais pas. Non, je dis, ah bon, dans ce cas-là, il faut qu'on organise un festival de poésie pour permettre aux gens d'accéder aux poètes, pour permettre aux gens d'avoir des livres de poésie partout, dans toutes les librairies. Vous voyez, dans les plus grandes librairies, je ne vais pas en citer, il n'y a quasiment pas de recueil de poèmes. Donc notre objectif, c'était de créer par le moyen du push marketing quelque chose, une activité qui permette aux gens d'avoir accès à la poésie enfin. Et c'est ce que nous avons, fait depuis 2017. Et je pense que de plus en plus, les choses se passent bien. Beaucoup plus de jeunes, plus d'enfants s'intéressent à la poésie. Cette année, nous avons reçu 2 pays, le Togo, le Bénin, qui sont venus avec 4 représentants en Côte d'Ivoire. Excellent. Herman, question, notre ami. Moi, je suis carrément, je suis d'ailleurs le promoteur de la page sur les réseaux sociaux qui s'appelle J'aime la dictée. Donc la poésie, c'est quelque chose qui me passionne. Moi-même, souvent, je m'amuse à faire des vers. Aujourd'hui, on a une certaine difficulté dans la lutte pour le positionnement de ces deux outils qui sont la poésie et la lecture. La lecture est un peu aujourd'hui un peu devant, même la dictée m'est venue surpasser les deux. Qu'est-ce qui aujourd'hui concrètement a donné comme conseil aux jeunes pour aimer la littérature, pour s'intéresser aux gens comme la poésie, qui permettent qui donnent un certain profil, une certaine ossature à ceux qui en raffolent? C'est ce que nous faisons. La base de la lecture, c'est quoi? C'est la poésie, c'est les livres. La base de la dictée, c'est quoi? C'est la poésie. C'est-à-dire qu'on peut prendre un texte de Victor Hugo pour faire une dictée. Je vous engage d'ailleurs à prendre le livre du lauréat du Grand Prix de poésie africaine d'expression française pour la prochaine dictée. Et notre objectif, en ouvrant le salon de la poésie,
c'est de permettre aux élèves, aux étudiants, au grand public de rencontrer, dans une perspective B2B, de rencontrer des poètes africains, de parler avec eux, de casser le mur qu'il y a, s'il y en a, entre le poète et le lecteur. Et donc de faciliter, d'amener cette familiarité-là entre le lecteur, entre l'organisateur, celui qui tient une page sur les réseaux sociaux, de manière à ce que la poésie ne soit plus perçue comme un genre abscon, c'est-à-dire un genre difficile. Très bien. Élisée Bouloube, question. Moi, je salue cette initiative. Et je pense que la poésie est un genre littéraire, comme vous l'avez si bien mentionné, qui est très peu promu, alors qu'il devrait l'être plus davantage. Et je pense que c'est pour moi une panacée pour notre société. Quand on se plonge dans la poésie, on arrive à guérir beaucoup de maux. On arrive à trouver des remèdes vraiment pour élever son âme. Et je pense que je vous encourage dans cette voie. En tout cas, on va tous s'y mettre et puis vous encourager. Mais ce que je voudrais juste savoir aujourd'hui, après 3 ou 4 éditions, quel est le constat que vous faites finalement? Est-ce que vous sentez un engouement? Est-ce que vous voyez que ce pourquoi l'initiative a été lancée est en train d'atteindre l'objectif? C'est quoi aujourd'hui votre constat? Nous sommes à la 8e édition. À la 8e d'ailleurs. Et nous sommes heureux. Parce que dans le festival de poésie, il y a plusieurs prix. Il y a un prix qui concerne les lycées et collèges. Aujourd'hui, les enfants se bousculent. À San Pedro, il y a quelques années, il y a eu nous avons dénommé plus de 20 établissements à eux seuls. Mais quand vous imaginez, un établissement peut compter 3000 élèves. C'est cela. Le jury s'est trouvé débordé. Les enfants éprouvent beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à écrire des vers. Et je pense que c'est salutaire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de maisons d'édition qui éditent des recueils de poèmes. Ça aussi, c'est cela. Le monsieur a dit qu'il se sert à l'écriture, à la poésie. Mais si personne ne l'édite, qui va l'entendre, qui va le lire? C'est ça. Aujourd'hui, de plus en plus de maisons d'édition s'intéressent. Et nous, notre objectif, c'est d'encourager ces éditeurs-là. Et aujourd'hui, après 8 éditions, je dis oui, le chemin a été long, mais nous sommes heureux aujourd'hui de constater, vous voyez, ça c'est les élèves, de constater aujourd'hui que les élèves s'intéressent de plus en plus à la poésie et qu'après 8 ans, on peut dire, ah oui, nous y sommes, mais beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Pascal? Oui, moi je retiens que la poésie, c'est certainement une très bonne chose, puisque ça vous a permis, quand Christelle vous a demandé votre point sur la RDC, de nous faire cette analyse qui ressemblait aussi à un poème du cœur. Une envolée. Un poème poignant, mais un poème réel et réaliste, et c'est ça la poésie. Ça m'a fait penser à Léon Gontran Damas, Blanchi, que vous devez connaître. Merci. Se peut-il donc qu'ils osent me traiter de blanchi, alors que tout en moi aspire à n'être que nègre? Moi, je veux la paix. Le hockey. Et je suis certaine, parce que je n'ai pas de questions, en tout cas, je vois que la Chambre de commerce vous accompagne, que Avicenne vous accompagne. J'espère que tous les sponsors qui nous regardent vous appelleront et puis fourniront des prix, encourageront les élèves, parce que voir les enfants déclamer un poème, comme nous on l'a fait quand on était au collège et au lycée, ça vous change votre perspective sur les différentes approches littéraires. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Oui. Merci. Une réaction à ce commentaire. Ce que vous dites est tellement vrai que vous avez cité Léon Gontran Damas. Mais il y a le trio. Il y a Damas, il y a Césaire et il y a Senghor. Ce sont ceux-là qui ont porté la voix de l'Afrique. C'est les poètes qui ont porté la voix de l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai appelé les artistes. La négritude. La négritude. Mais qu'est-ce que c'était la négritude? C'était un combat. Un combat. Mais aujourd'hui, nous avons gagné le combat. Ce combat de la négritude, là, aujourd'hui. Et la poésie était aux avant-postes. La poésie était aux avant-postes. La poésie a toujours été aux avant-postes. La poésie sera toujours aux avant-postes. Et c'est pour ça que nous sommes là, sur ce plateau. Je tiens à remercier Mme Meledj pour cet effort. Parce que c'est là, depuis 8 ans. C'est notre plus grande poétesse. Nous tenons à remercier. Elle aime la poésie. Oui, Mme Meledj. Oui, bien sûr. Pour nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Mais au-dessus d'elle, nous tenons aussi à remercier M. Fabrice Sawénion, parce qu'il nous a accompagnés. Lorsque nous avons délocalisé le Festival international de poésie à l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo, il nous a appuyé la somme de 1 500 000 francs. Et je voudrais ici lui dire merci et lui demander de toujours continuer à soutenir cette action. Je voudrais aussi, vous permettez, saluer le président Fama Touré et saluer aussi ma marraine, si vous le permettez. Bien sûr. Madame Kandia Kamara, ma maman, si elle a l'écoute, dit bonjour pour le soutien. Parce que c'est avec elle que ça a commencé. C'est dans son cabinet au ministère de l'Éducation nationale que nous avons commencé en 2017
le Festival international de poésie d'Abidjan. Très bien. Marius Komoué, commentaires ou questions? Lui va commenter. C'est sûr et certain que pour des gens qui ne sont pas aujourd'hui de 2000, je puis dire que la poésie nous a apporté beaucoup. Au moment où nous étions d'abord au primaire, vous l'avez dit, Samben Ousmane, Léon Gautran Doma, Bernard Benet Dadier, mais également des poètes européens, Victor Hugo et autres. Nous ne passions que notre temps à réciter ces Maurice poèmes. Carême. Oui, évidemment. cela même a façonné notre niveau de parler de la langue française et notre culture même des réalités africaines. Et croyez-moi, c'est tout un encouragement que nous vous apportons. Parce que la nouvelle génération a vraiment tourné pour la plupart le dos à la poésie et pourtant la poésie est un élément central de la culture africaine. Alors, M. Keïta, notre interview est terminée, notre conversation autour de la poésie. Si vous aviez... voulez pas un poème en 10 secondes? Je pourrais exécuter un poème en 10 secondes si vous voulez bien. Si vous voulez bien. Il va se rappeler de ces années. De ces années. On écoute Élysée. Vous m'écoutez solennellement. Le poète du soir. Vous connaissez les fables de La Fontaine? Eh bien, évidemment. Okay. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Ouais. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. Belle leçon pour les gens chiches qui du soir au matin sont pauvres devenus en voulant trop tôt devenir riches. Les fables de La Fontaine. Ça, c'est un poème de CE1. On n'a pas été vers l'école, on a été à l'école. Alors l'idée, en fait, pour nous, c'est d'avoir des marques comme ça, mais avec des poètes africains pour la nouvelle génération. Merci beaucoup. Un dernier mot rapidement, M. Keïta. Oui, Herman, allez-y, je tiens encore une fois à vous remercier et à vous demander de continuer à nous soutenir parce que nous avons lancé le 30 janvier la 8e édition du Festival international de poésie d'Abidjan. La 8e ou la 9e? La 8e, parce que celle qui vient de se dérouler, c'est la 7e. C'est la 7e. Donc pour la 8e édition qui va commencer de février à octobre 2025. Et n'hésitez pas, on est ouvert. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Je sais pouvoir compter sur vous. Pascal, merci beaucoup. Merci à vous. Marius Komoué, merci et bon week-end. Élysée, merci. Bon week-end. Herman, bon week-end, sans commentaire. Bon week-end. Merci à vous, merci aux équipes, merci à l'équipe éditoriale qui a travaillé d'arrache-pied pour que vous ayez ces émissions-là du lundi au vendredi, aux techniciens, aux cadreurs, aux réalisateurs, Ibé et Sly. Merci à toutes les équipes, audio, le nodal, la régie finale. Merci et que Dieu nous garde. À lundi, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.